On va commencer tout de suite avec le témoignage du maire. Alors, c'est un petit peu particulier ce qu'il va vous raconter maintenant parce qu'il a créé une association dès le départ, très en amont, pour co-construire le projet et maximiser l'implication de la population et des riverains du parc. Alors, qui sont les adhérents? Comment ça fonctionne? Comment est-ce que vous avez réussi à les convaincre? Donc, un petit témoignage déjà sur le point de départ de cette aventure sur votre territoire. Bonjour. Donc, je viens d'une toute petite commune du Jura. Ce matin, il y en a qui parlaient d'une petite commune de 800 habitants. C'est une ville chez nous. Donc, 170 habitants, c'est très peu. Comment est parti le projet? Donc, on n'était pas, nous habitants, à l'initiative du projet. C'est un développeur qui est venu toquer à la porte de la mairie et qui nous a présenté le projet. Et donc, assez rapidement, pas tout de suite, assez rapidement, on s'est dit comment on va faire pour que ce projet qui correspondait à nos envies de produire de l'électricité propre à partir du vent, à partir de rien, on fait de l'électricité, donc c'est assez engageant. Mais comment on va faire pour que ce projet, ce soit notre projet? Donc là, peut-être, j'irai tout de suite, parce que... oui, bon, alors je parle de la création de l'association tout de suite. Eh bien, on monte tout de suite le logo. Donc, 2000, Claire, si tu es d'accord. Voilà. 2011, on crée cette association à partir de rien. On n'avait pas un euro, on a créé une association, loi 1901, avec des gens qui croyaient au développement des énergies renouvelables, qui avaient déjà travaillé sur le domaine. Et on s'est dit, comment on va faire pour que ce projet, on puisse y participer? Pas seulement financièrement, mais donc en 2010, c'était le début d'énergie partagée. Donc, on allait à l'Assemblée générale d'énergie partagée, ça permet de rencontrer du monde. Et comment on fait? Qu'est-ce que vous faites là? Mais ça ne suffit pas. Après, une fois qu'on s'est fixé un objectif, on dit il faudrait qu'on arrive à participer financièrement au projet. Et si les gens participent au projet, après s'y intéressent, ils écoutent autrement. Et c'est comme ça que petit à petit, on a cheminé. Et notre logo, on a voulu, le jeune qui nous a dessiné ça, il a dessiné des racines à l'éolienne. Ça montre bien l'engagement qu'on voulait avoir sur ce projet. C'est-à-dire qu'on voulait que ce projet il s'enracine sur le territoire et qu'il rapporte des fruits au territoire. C'est tout le symbole qu'on a voulu. Alors combien d'adhérents au début là? On a commencé au début on était une poignée, une vingtaine. Après on est monté à 70. Et puis après je vais vous expliquer. Donc là puisque l'atelier c'est sur les paysages, donc je voudrais quand même parler un petit peu de ces paysages et notamment en citant un rapport d'insuffisance quand il y a eu le dépôt du premier dossier ICPE, et l'inspecteur s'était exprimé comme ça. Il parlait des éoliennes et du village qui allait être fortement impacté par la présence de ces géants en mouvement perpétuel et clignotant la nuit, avec comme risque d'engendrer un sentiment d'écrasement, voire d'oppression. Donc ça, c'était en 2012. Qui est-ce qui a rédigé ces lignes? C'était un inspecteur de l'Adréal qui devait instruire le dossier. Et donc, en parallèle, je vais vous citer une petite anecdote. C'était la semaine dernière. En sortant de la mairie, je rencontre une dame qui se promenait avec sa petite fille qui rentrait d'une promenade. Et elle me dit, tiens, on est allé voir les éoliennes. Et je dis, tiens, laquelle vous êtes allé voir? Et la petite fille me répond, eh bien la nôtre. La petite fille qui était 7-8 ans qui répond ça. Donc ça montre bien que autant l'inspecteur, lui, il avait un sentiment de peur du paysage, de l'écrasement, de je ne sais pas quoi d'ailleurs. Et la réalité du terrain, c'est que les gens qui sont là sur place, la petite, elle a grandi dans l'instruction du dossier, donc inévitablement ses parents, ses grands-parents parlaient de ce projet-là. Et la petite qui a 7-8 ans dit on va voir notre éolienne. Alors précisez pourquoi la nôtre? Combien il y en a et pourquoi la nôtre? Pourquoi la nôtre? Parce que simplement, cette petite fille, elle est titulaire d'un titre de propriété, d'un petit morceau de l'éolienne, au même titre que les 650 personnes qui se sont engagées au sein de Jurassic, dont le président Gérard Magnien est ici. Donc Jurassic
c'est SCIC, Société Coopérative d'Intérêt Collectif. Donc une coopérative qui a regroupé 650 personnes autour de ce projet de Chamol. Et donc là, les paysages, suivant qu'on a peur d'être écrasé, ou suivant qu'on vit à côté, on ne les voit pas forcément pareils. On a parlé de subjectivité, je pense que là on touche le fond. On va regarder des photos après du paysage, mais avant, racontez-nous un peu comment l'association a évolué, comment elle vous a permis d'investir dans le parc éolien. Alors, et quels ont été les montants versés, les tickets d'entrée D'accord. Donc pour investir dans une éolienne, on a choisi de travailler avec c'est Enercon, les machines qui sont installées, c'est Enercon, donc les plus chères du marché. Et il fallait en gros... S'il y a des gens d'Enercon dans la salle, ils auront un droit de réponse. Mais c'est des Rolls. Ce sont des Rolls aussi. Donc, Ah bah alors attendez, Rolls, il y a une notion de rapport qualité-prix. Hein. Voilà. Je me récupère. Donc, il nous fallait, mettons à la louche, mettons 1 million d'euros. Et Peter Schuster est parti. Oui, il est parti. Mais il a eu 4 paires d'oreilles dans la salle. Donc il nous fallait des fonds propres pour pouvoir investir. Et donc, il nous fallait aussi intéresser les collectivités. Les citoyens, on avait cette association avec pas 1 euro, on n'était pas du tout crédible. Donc on a dit il faut que les collectivités viennent avec nous. Donc pour intéresser les collectivités et faire travailler les collectivités avec une coopérative, on a dit on va créer une SEM qui s'est appelée la Société d'économie mixte d'énergie renouvelable citoyenne. Et Jurassic est actionnaire principal de la SEM. Alors vos 650 personnes ont mis donc c'est 650 personnes. Quelle est la fourchette d'investissement? La fourchette d'investissement, dans la moyenne à peu près d'énergie partagée, on est dans les 1500 à 2000 euros de moyenne à peu près. Donc ces 650 personnes, ce n'est pas 650 individus qui sont coopérateurs à Jurassic. Ils se sont regroupés en clubs d'investissement, c'est-à-dire des groupes entre 5 et 20 personnes. Et c'est le gérant du club qui est coopérateur, enfin c'est le club qui est coopérateur à Jurassic. Donc quand la SEM s'est créée, quand on a commencé à faire les montages financiers, combien les citoyens vous allez pouvoir apporter? On ne savait pas trop, on a écrit d'une main un peu fébrile, allez, 500 000 euros. Il vous fallait 500 000 euros pour... Vous aviez déjà dans le montage financier initial, on avait mis 500 000 euros. Et quelques mois après, on s'est retrouvé avec des engagements de 1 million d'euros. Donc, comme quoi, le potentiel d'épargne des citoyens qui pourrait être fléché sur le développement des énergies renouvelables, c'est vraiment une réalité. Ça existe. Et sur un territoire très peu peuplé. Voilà. Bon, il n'y a pas que les habitants de Chamol, évidemment, mais le Jura est un territoire très peu peuplé. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait Vous aviez trop d'argent, finalement? Finalement, il y avait trop de promesses, trop d'engagements. Et donc, Jurassic a acheté une toiture photovoltaïque qui était en vente. Donc, pour satisfaire un peu les promesses des... Et ce ne sont que des particuliers. Il n'y a pas de professionnels dans tout ça. À Jurassic, il y a quelques professionnels ici. Quelques professionnels quand même. Mais très peu. Très peu. Dans la SEM, on a donc des collectivités, on a le syndicat départemental d'électricité, on a la commune de Chamol, modestement, on a la région, et on a parmi les privés, donc Jurassic, la coopérative, on a aussi Énergie Partagée, RC Sol, on a une coopérative fromagère qui fabrique le comté avec le lait des vaches du village. Donc ils ont voulu participer aussi au financement. Donc, vous auriez pu solliciter tous les artisans aussi? On ne l'a pas fait. On a sollicité. On n'a pas sollicité, mais ils sont venus de même Franche-Comté Nature Environnement, qui sont actionnaires de la SEM. On n'a pas sollicité on voulait solliciter tous les artisans, les petits industriels de la zone autour de Poligny. Les affineurs de comté, notamment, puisqu'ils sont nombreux sur Poligny, et c'est une filière qui marche bien, donc ils ont quand même un peu de trésorerie. La lettre était presque prête, mais elle n'est jamais partie, puisque les 650 citoyens apportaient suffisamment. Donc vous vous rendez compte de tout ce que vous pourriez faire encore? Oui, donc c'est encourageant, pour d'autres projets.
On regarde en image un petit Oui, peu, bien sûr. sous votre commentaire. Donc ça, oui, c'est un peu loin, vous voyez peut-être pas. Là, on a Non, mais fait, derrière, ils l'ont en grand. on a fait une petite fête pour planter l'éolienne citoyenne. Donc c'était en juillet 2016. Donc on avait collé des racines à la petite éolienne. Et donc on l'a planté symboliquement. Et puis un an après, on s'est retrouvés. Ça, c'était le groupe là en juillet 2016. Et puis un an après, on était un peu plus nombreux. Alors c'est la petite fille qui est venue vous trouver là en rose avec son doudou. Non, là, non, qui vous non, a dit, non. c'est mon éolienne. Non, C'est pas notre celle-là. éolienne. C'est notre éolienne. Allez, diapo suivante. Elle n'est pas là. Voilà, donc un an après, donc l'éolienne avait bien poussé. Voilà, Et donc, ces vaches, donc vous avez fait tourner le lait des vaches. oui, donc ça, c'est les vaches montbéliardes qui produisent du lait à compter pour 5000 personnes. Et les éoliennes produiront de l'électricité pour 12 000 foyers, 25 000 personnes. Donc même les tout petits villages, on participe activement à l'économie du pays. Oui. Donc ça, c'est un petit clin d'œil du pâtissier du village d'à côté qui il a voulu mettre sa main aussi et faire participer un petit peu tout le monde. Mais ça c'est récent, parce qu'il y a déjà le Père Noël là-haut. Hein. Oui, c'était il y a un an. Ah, il y a un an. Il va les refaire cette année. Je sais pas. D'accord. Mais alors, il y a au niveau du hub, là, il y a un truc un peu spécial. Là. Je sais pas, il a voulu mettre un spoiler, Enercon. Le chocolat, ça ne se plie pas comme le... Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, ça. Oui, donc ces éoliennes, elles font partie, maintenant, ça fait qu'un an qu'elles sont là, mais bon, ça a été dit ce matin, au bout de 18 ans, elles font partie du patrimoine, mais au bout d'un an, on a l'impression qu'elles sont là, c'est les nôtres des gens, enfin on dit les nôtres, mais il n'y en a qu'une qui est malheureusement à nous, mais les gens parlent de nos éoliennes, quoi. Et ça fait partie de notre patrimoine. Et le patrimoine donc du XXIe siècle. Et sur la commune, parce qu'on oppose souvent les éoliennes au patrimoine. Et sur la commune, on avait une ruine de chapelle. Et quand cette chapelle avait été construite, en 1503, le mot électricité n'existait pas. Et donc après, comment voulez-vous opposer des éoliennes à un monument que peut-être qu'en 1503, s'il y avait eu l'électricité, peut-être que s'il y avait eu des éoliennes, ils en auraient planté à côté. Donc on ne peut pas, à mon avis, on peut pas trop opposer. Et cette chapelle, on l'a restaurée. On a lancé une souscription par la Fondation du patrimoine, et le constructeur, Enercon, a participé, comme les habitants du village, a participé à la restauration de cette chapelle. Donc cette chapelle, elle est restaurée, elle va continuer à vivre. Elle vivra, à mon avis, beaucoup plus longtemps que les éoliennes. Et les éoliennes auront permis de la restaurer. Donc, alors, on va quand même vous montrer la photo de la chapelle restaurée, parce que là, le patrimoine était un petit peu en ruine. Alors attention, avant, après. Voilà, l'électricité, oui. Donc ça, c'est un petit clin d'œil aussi des éoliennes. Au même titre que l'autre jour, il y avait un petit concert de nuit. Donc la chapelle, à l'intérieur, on a un petit éclairage qui souligne, qui met en valeur. Et j'étais assis comme ça et je voyais au travers d'un angle du vitrail un petit bout de pâle passer. J'ai trouvé ça super. Moi. Alors qu'il y en a qui se seraient offusqués de voir un morceau d'éolienne à travers un bout de vitrail. Ça, c'est le jour de l'inauguration, mais c'est peut-être aussi pour vous parler de l'après-construction. Ce parc, les gens sont venus énormément. C'était les premières éoliennes du Jura. Donc tout autour, il y en avait les premières, elles étaient à plus de 100 km. Donc c'était vraiment la curiosité. En plus, c'est les éoliennes les plus hautes de France. Donc les gens viennent et continuent à venir. Et donc avec la communauté de communes, on est en train de mettre sur pied un sentier pédagogique pour pouvoir accueillir les visiteurs dans de bonnes conditions et qu'ils ne repartent pas avec de fausses impressions, avec des photos. C'est très difficile à prendre une photo, une éolienne en photo. Donc il faut absolument qu'on arrive à discuter avec les gens et qu'ils repartent et que ce soit vraiment un élément pédagogique. Et utiliser ça pour... c'est pas tant de dire on va produire de l'électricité à Chamol, mais comment faire de sorte que les gens prennent conscience qu'ils peuvent être acteurs, eux, de la diminution de la consommation. Parce que le problème, il est là. Le plus gros gisement, c'est quand même dans l'économie. Si Jean de La Fontaine était avec nous, Cyril, je l'ai aperçu tout à l'heure, il nous aurait commis une petite fable dont la morale serait « Rien ne sert de produire, il faut consommer à point ». Et dernière image, donc avec les drones maintenant on fait plein de choses. Les paysans ont repris possession de leurs terres puisque les plateformes ont été réduites.
Et on a voulu travailler aussi avec Enercon en partenariat jusqu'au bout. Et on a récupéré nos communes les cailloux des plateformes et on a empierré 2 km de chemin. Quelque chose qui n'était pas prévu, mais ces cailloux, plutôt qu'ils repartent à la carrière, le constructeur, il fallait qu'il paye pour les enlever. On a dit, videz-les là, nous on va vous préparer là. Et donc c'est des petites mesures d'accompagnement qui n'étaient pas prévues, mais c'est tous ces petits trucs qui font que le projet, les gens se l'approprient. Comme par exemple en forêt, on a 3 éoliennes en forêt. Pour déboiser, c'est pas une entreprise qui est venue avec des grosses machines, ce sont les gens du village avec leurs tronçonneuses pour faire le bois de chauffage qui sont allés faire le bois et puis qui ont ramené le bois chez eux. J'ai mis cette photo-là volontairement en dernier pour que vous nous parliez un petit peu du paysage. Vous nous avez dit plusieurs fois que c'était les machines les plus hautes de France, des mâts de 135 mètres, on est à pratiquement 200 mètres, entre 190 voilà, 192 mètres en pointe de pale. Est-ce que les gens le perçoivent Non, les gens le perçoivent une hauteur quand ils le voient écrit sur un papier. Là, oh là là, elles sont hautes. Moi, je vois les groupes qui viennent en visite, il y en a quand même pas mal qui passent, et quand je vois qu'ils connaissent rien à rien, je leur dis, quelle hauteur? Là, ça part de 50 mètres jusqu'à 250 mètres. Donc, le commun des mortels, c'est très très difficile d'évaluer une hauteur. Déjà, j'étais géomètre, vous l'avez dit, mais évaluer une distance au sol, on a plus de repères. Mais dès qu'il s'agit de la 3e dimension, là, on n'y arrive pas. Et donc le fait, les Antilles communiquent beaucoup sur les hauteurs en bout de pale. Mais ça ne veut rien dire du tout. Moi, je vous mets dans un paysage, on en a vu une fois, vous mettez des machines de 85 mètres de hauteur de tour, vous en mettez d'autres à 135 mètres, et il y en a la moitié des gens qui seront, je suis sûr. Suivant comment elles sont placées, suivant si vous avez des premiers plans, suivant s'il y a un petit vallon, c'est très difficile de dire celle-là elle est plus haute que l'autre. Elle m'apparaît plus haute, mais c'est pas pour autant qu'elle est plus haute. Et il y a des groupes qui disent mais pourquoi celles qui sont dans la forêt, parce qu'on va souvent à celle de droite, c'est la nôtre, et pourquoi celles dans la forêt elles sont moins hautes alors que c'est les mêmes. Et pour illustrer ces difficultés d'appréhender la hauteur, avant les travaux, il y a eu un mât de mesure. Ce mât de mesure, il avait des éléments de 5 mètres. Et je ne sais plus combien, les 60 derniers mètres, c'était un élément blanc, un élément rouge, de 5 mètres en 5 mètres. Donc les premiers, on voyait une certaine hauteur, mais les derniers, un de plus ou un de moins, ça ne fait rien du tout. Et désormais, ces éoliennes font partie de votre patrimoine. Vous avez déjà planifié... Oui. Ah oui, j'ai oublié de le dire, parce qu'on a prévu, donc comme ça fait partie de notre patrimoine, pour les journées du patrimoine, jusqu'à présent, on ouvrait la chapelle depuis qu'elle est restaurée, et là, on ouvrira à l'automne 2019 la visite du parc éolien, puisque ça fait partie de notre patrimoine. Merci Jean-Louis Dufour pour ce témoignage. Et on va laisser cette image juste derrière pour que Bertrand Folléa puisse s'exprimer. Il est paysagiste, urbaniste indépendant, donc responsable de la chaire paysage. Alors, principe et membre fondateur de cette chaire, il y a 3 ans, comment ça s'est passé? Quels étaient les objectifs? Il y a 3 ans, effectivement, la chaire paysage et énergie a été installée à l'École nationale supérieure du paysage de Versailles par la ministre de l'Environnement de l'époque, c'était Ségolène Royal. Et le partenaire fondateur de la chaire, c'est RTE. En fait, RTE avait déjà développé des ateliers avec des étudiants de l'école, avait déjà fait travailler les étudiants de l'école autour de problématiques qui l'intéressaient. Et donc, le jour où la chaire a pu se créer de façon un peu officielle, RTE s'est positionné comme membre fondateur. Alors, depuis ces 3 ans, effectivement, on a expérimenté beaucoup de sujets. On a essayé de démultiplier les expériences. C'était le principe. C'était de partir, en fait, de la réalité, de la façon dont s'opéraient les questions énergétiques dans le territoire. Bien sûr, l'installation d'équipements des énergies renouvelables, mais plus globalement, beaucoup de questions autour de la question énergétique. Beaucoup de questions énergétiques plus globalement, c'est-à-dire des reconversions de sites qui ont pu être des centrales thermiques qui ferment, qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on fait de ces sites-là, des passages de lignes, effectivement, dans le paysage, des questions liées à la transition énergétique
plus largement encore, c'est-à-dire, vous avez dit tout à l'heure, monsieur le maire, que voilà, il y avait des gros enjeux à consommer moins. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'aménagement du territoire que dessiner un territoire moins consommateur d'énergie? Voilà, ce genre de sujet qui a été travaillé. Il y en a eu beaucoup. On a fait une vingtaine d'ateliers en fait d'étudiants au cours de ces premières années pour expérimenter au maximum. Parallèlement, on a développé de la recherche en soutenant des thèses de doctorat. Et puis, on essaye aussi de développer la création. Tout à l'heure, on a parlé d'artistes, de changement de regard, etc. Et donc, on pense en effet que c'est intéressant d'ouvrir ce champ aussi de la création sur les questions de la transition énergétique plus globalement. Voilà. Et donc l'engagement des partenaires, c'est sur 3 ans. Ça fait 3 ans que votre chaire existe. Donc là, vous refaites un tour de table. Et on a vu ce matin que Boralex vous rejoignait, que l'ADEME vous rejoint d'une autre manière. Qu'est-ce qui va se passer maintenant avec des développeurs éoliens dans votre chaire? Oui, tout à fait. L'objectif et le souhait d'ailleurs de notre partenaire fondateur RTE, c'était que la chaire puisse s'élargir au bout des 3 ans. Et donc, on a travaillé avec un certain nombre d'entre vous, y compris le CER, le syndicat des énergies renouvelables, la FE aussi, et d'autres partenaires, pour finalement créer un événement qui a eu lieu en juillet dernier. Monsieur Ball, vous étiez intervenu dans cet événement-là. Un colloque, en fait, qui était destiné plutôt à des gens comme vous, je dis vous si vous êtes dans le monde de l'énergie, plutôt aux énergéticiens, en effet, pour faire connaître un petit peu les activités qui avaient pu être menées pendant ces 3 ans. Et en effet, susciter des vocations, effectivement, pour venir rejoindre RTE au sein de la chaire. Donc, effectivement, l'ADEME nous rejoint cette année, et c'est une super nouvelle, parce qu'évidemment, l'ADEME travaille toute la question de la maîtrise et de la production des énergies, donc c'est vraiment formidable. L'ADEME vous rejoint cette année sous une même forme que Boralex ou d'une manière un petit peu différente? Sous une même forme que RTE. La même forme que RTE au départ. Que RTE en tant que membre principal. Et puis effectivement, Boralex aussi nous rejoint. Vous avez vu ou entendu, je crois, Eric Bonafou ce matin. Et Boralex donc, nous rejoint aussi en tant que membre associé dans la chaire. Et ça aussi, c'est une super nouvelle qu'on ait des producteurs d'énergie renouvelable qui viennent s'intéresser aux démarches que l'on engage avec la chaire. Voilà. Et puis, on s'est dit aussi avec le CER, on en a parlé aussi pour préparer cette table ronde, qu'on imaginait bien qu'avec le CER, on trouverait aussi une forme de partenariat qu'on va se donner cette année pour essayer de réfléchir ensemble et voir comment on pourrait travailler ensemble sur ces questions de développement des énergies renouvelables. Alors, quel est le regard du paysagiste urbaniste sur les instruments de planification qu'on a déjà évoqués plusieurs fois ce matin, les PLU, les SCOT, les SRE, les SRADET? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Écoutez, sur ces questions-là, en fait, moi, ce que je pense, si vous voulez, c'est qu'on a besoin véritablement de développer une intelligence collective autour de cette question du paysage, puisque c'est la thématique de notre table ronde. Et il nous faut sans doute y travailler avec les élus, qui représentent les habitants, et puis bien sûr avec les habitants, c'est de ceux dont on parle dans cette table ronde. Pour ça, il faut qu'on trouve la bonne échelle. L'échelle de la région, c'est un petit peu loin des maires ou des habitants. On peut créer des schémas régionaux tout à fait vertueux, des SRADET notamment, puisque c'est le sujet. Mais c'est vrai que c'est une échelle qui est une échelle de planification par définition, qui reste relativement loin de la préoccupation des habitants. Tout à l'inverse, les démarches à la parcelle, d'une certaine manière, pour essayer de trouver les endroits qui vont être favorables à l'intérieur du SRADET, etc., ce sont des échelles d'individus, de propriétaires de telle ou telle parcelle, etc. Et ça, c'est une échelle qui, quelque part, est excessivement de proximité, puisqu'elle peut intéresser un propriétaire exploitant agricole, une commune. Mais de fait, et on l'a très bien dit, vous l'avez très bien dit, les uns ou les autres, quand on place une éolienne, mais ce serait vrai aussi pour
pour un parc photovoltaïque, etc., on intéresse plus qu'un propriétaire de telle parcelle sur telle ou telle commune. On est sur... pardon. Ah oui, vous m'avez rien entendu encore là depuis le début? Si, ça va. Je parlais un peu loin du micro, pardon. Oui, donc voilà. Donc on voit bien qu'on a une échelle intermédiaire à trouver, qui est probablement l'échelle intercommunale, en effet. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut qu'on développe effectivement des projets de développement des énergies renouvelables qui peuvent là être portés par des élus, ancrés, enracinés localement, comme votre éolienne sur votre logo, et qui peuvent être aussi portés par les habitants en mode participatif ou citoyen, comme on l'a évoqué là. Et sans doute probablement la bonne échelle. Donc ça peut être les SCOT, les PCAET doivent absolument intégrer pour pouvoir véritablement aller au-delà des chiffres, parce qu'en fait, vous parliez de hauteur, mais finalement, l'énergie peut être beaucoup une question de chiffres. On peut avoir beaucoup d'objectifs chiffrés, etc., etc. Ce sont des dimensions qui sont relativement abstraites pour la population. Or, une population, elle vit un territoire dans une dimension très sensible. On a dit que c'était subjectif, mais ce n'est pas au sens péjoratif du terme, même si ça peut inquiéter le subjectif. C'est qu'en fait, on vit un territoire, voilà, parce qu'on le perçoit, parce qu'on y travaille, parce qu'on s'y déplace, parce qu'on y habite, etc., etc., parce qu'on le cultive, ou parce que, etc., etc. Donc, de fait, il faut qu'on ramène ces questions de quantitatives à des dimensions qualitatives et spatiales. Et donc, les PCAET, ça ne peut pas être que des objectifs chiffrés, parce que c'est encore très désincarné et très abstrait pour les populations en place. C'est pour ça qu'il faut qu'on marie les approches paysagères, ce que j'appelle la démarche paysagère, avec les approches ingénierie, effectivement, de façon à ce qu'on construise le plus intelligemment possible cette transition dans les territoires. Et marier ces deux approches, ça va donner quoi? On voit sur cette image qu'il y a 2 lignes d'éoliennes. Est-ce que les populations, est-ce que le paysagiste que vous êtes préfère des éoliennes saupoudrées ou des éoliennes alignées? Oui, ça, c'est une drôle de question. Alors écoutez, ça dépend des paysages. Merci, mon cher voisin. Cette réponse, hein, Jean-Louis, quand même. Oui, j'imagine que vous attendiez cette réponse. Mais de fait, vous avez raison. Avec des éoliennes, on travaille à partir de points, quelque part. Et effectivement, si on a des territoires qui sont d'une manière ou d'une autre très géométriques, soit parce qu'il y a des canaux, soit parce qu'il y a des systèmes de parcellaires extrêmement dessinés en forme géométrique, etc., on peut tirer des lignes quelque part en alignant les points. Voilà, tout simplement. Donc effectivement, de fait, on peut avoir des parcs éoliens à la française, si vous voulez, avec des dimensions de perspective, de régularité, de grandes lignes, etc. Voilà. Mais si vous êtes dans des territoires de collines bocagères, je sais pas quoi, dans le Morvan ou dans le Limousin ou en Bretagne ou je sais pas où, vous allez peut-être être dans des dispositions beaucoup plus organiques en termes d'organisation du paysage, et peut-être que vous aurez tous, sauf envie de dessiner une ligne d'éolienne à ces endroits-là. Franchement, on est sur des caricatures très générales, mais on voit bien que quelque part, les réponses, en effet, elles vont être en partie liées. C'est vrai que l'écho ou les résonances que l'on peut trouver dans l'organisation d'un parc et une réalité d'un territoire dans sa dimension facilement perceptible, par exemple un parcellaire, des lignes, etc., ça peut contribuer effectivement à inscrire de façon correcte un paysage. Mais on voit bien aussi que cette dimension qui est la dimension subjective première, d'une certaine manière, ça ne suffira pas, et qu'en effet, ce sont des méthodes qu'on a besoin de changer profondément. Et la méthode qui permet, à mon avis, enfin, par les expériences qu'on a vécues, les méthodes qui permettent véritablement d'inscrire dans la durée la question de la transition énergétique dans le territoire, ce sont des démarches paysagères. Ça veut dire quoi, en fait, les démarches paysagères? Ça veut dire que il va falloir qu'on lève l'ambiguïté du terme, parce que le mot paysage est porteur d'une complexité qu'il s'agit de lever, enfin, il s'agit de clarifier le débat. C'est très important de clarifier le débat autour de la question du paysage. Pour dire que, moi, je dirais d'abord, le paysage, c'est d'abord pas un certain nombre de choses. C'est pas que le territoire. On va me dire, ok, c'est quoi la différence? Le territoire, c'est effectivement la dimension matérielle du paysage, objective, on pourrait dire, et donc un peu rassurante. Et souvent, effectivement, on a tendance à réduire la question du paysage sous sa dimension strictement territoriale. Mais le territoire, il est habité, vécu et perçu par des populations, et donc on ne peut pas limiter le paysage que à la question du territoire dans cette dimension-là. C'est un territoire perçu, vécu, et donc il faut intégrer les gens. Et donc ça change complètement la méthode. Deuxième limitation,
Le paysage, ce n'est pas une carte postale. Ce n'est pas un tableau figé pour l'éternité. Un paysage bouge et évolue en continu, toujours, quoi qu'on y fasse, même si on n'y fait rien, d'une certaine manière, parce qu'il est soumis à des dynamiques qui sont naturelles, déjà. Bon, plus les dynamiques humaines, évidemment, qui font qu'on s'aménage, en quelque sorte, notre cadre de vie, nos lieux de vie, par nos modes de vie, etc. Donc ça, c'est un deuxième champ de limitation. On ne peut pas considérer le paysage sous une forme figée, donc ça veut dire qu'il va falloir le raconter dans une perspective dynamique, une perspective de transformation. Voilà. Et troisième limitation, mais ça on le sait bien quand on travaille sur la question des énergies éoliennes, le paysage, ce n'est pas une question de décor ou de paysagement, comme je dis, c'est-à-dire juste ce qu'il faut pour accompagner les objets qu'on installe une fois qu'on a pris toutes les décisions de positionnement, de hauteur, de dimension, etc., etc. Bon, avec les éoliennes, c'est évident, on ne peut pas le faire. On ne peut pas aller cacher les choses derrière des pitchs. Voilà. Mais de fait, on ne peut pas non plus limiter le paysage à cette dimension d'accompagnement à l'aval des processus d'évolution. Donc une fois qu'on a dit, ce n'est pas simplement du territoire au sens purement objectif, ce n'est pas qu'une carte postale affichée pour l'éternité, et ce n'est pas juste du décor à planter, bah, il faut qu'on dise ce que c'est que le paysage, du coup. Et alors, pour moi, fondamentalement, et d'ailleurs quand on renvoie la définition du dictionnaire, hein, pour le paysage, on dit c'est une étendue de pays perçue par un observateur, ça veut dire que c'est une étendue de territoire, en effet, donc il y a une dimension de relation entre tous les éléments qui font le territoire. Sous cette image, nous avons des relations établies entre les espaces agricoles, les espaces forestiers, les haies, les chemins, évidemment les éoliennes qui en font partie, etc. etc. Et puis, ça c'est la dimension des relations dans sa dimension matérielle et objective, hein, qui font le paysage. Et puis il y a la dimension subjective, ce sont les relations sensibles que peuvent avoir ces populations, par exemple les habitants de Chamols, la communauté plus globalement, ou les visiteurs d'un jour, en carriole ou en voiture, qui viennent d'une certaine manière découvrir tout ça et vivre tous ces espaces-là. Double dimension, donc objectif et sensible. Et donc, à partir du moment où on a bien compris que c'était une question de relation, tout le principe du développement des énergies renouvelables va consister à installer la relation dans les projets. Alors c'est un peu théorique dit comme ça, mais ce qui est intéressant avec la question du paysage, c'est que vous allez être sur les marges des champs de spécialité de tout le monde. Personne, quelque part, n'est spécialiste de la question du paysage. Bien sûr, pour construire vos projets éoliens, vous appelez entre guillemets des spécialistes, et effectivement, il y a une technicité, on l'a dit tout à l'heure, là-dessus. Mais la première responsabilité de l'homme de l'art en matière de paysage, c'est justement d'en faire un champ partagé. Parce que autant, et on l'a dit tout à l'heure, la question de l'énergie, c'est une question qui peut être très technique, avec beaucoup de chiffres, et puis quelques éléments assez costauds en termes techniques, donc pas très facile d'appropriation pour les gens. Autant la question du paysage doit être un champ partagé. On ne peut pas faire du paysage un champ de spécialité avec sa langue de bois et puis son abstraction qui rendra incompréhensible tout le discours auprès des gens. Non, les gens vivent et font leur paysage au quotidien. Le maire, quand il décide de rendre constructible ou pas de rendre constructible, l'agriculteur qui fait son champ, le forestier qui gère sa forêt, le spécialiste des transports et des déplacements, le spécialiste des énergies, etc., etc. Tout le monde fait du paysage. On va lui demander au maire, justement. L'habitant qui pose son permis de construire ou qui change ses clôtures. Un champ partagé. Comment est-ce que ça s'est passé au départ? Est-ce que la population a eu son mot à dire? Est-ce qu'elle a discuté avec le développeur? C'était intervent tout au début du projet. Est-ce qu'elle a eu son mot à dire sur on en voudrait en ligne, on en voudrait en carré, ou vous faites comme vous voulez? Donc au départ, les premières ébauches, c'était au moment de la ZDE. Donc au moment de la ZDE, on n'était pas à 2 rangées. On était sur une ligne courbée qui suivait la forêt, en ne mettant pas de machine en forêt. Et après, en discutant avec l'Adréal a dit ouais, mais ça fait une ligne, c'est impactant, parce que là on est à 600 mètres, et puis à 1 kilomètre plus bas, ça plonge, Poligny est à 300 mètres, donc on est presque en bord de plateau. Donc il voulait qu'on se recule du plateau et ne pas faire une ligne, ils préféraient avoir, et ils avaient mis, donc mettez-les en ligne. Et Intervent avait dessiné à ce moment-là, sur le premier projet, 3 lignes de 3 machines, soit 9 machines. Et là, maintenant, on n'en a plus que 6, et les 6 produiront plus que les 9. Donc là, on a bénéficié, les projets éoliens, c'est long, mais des fois, c'est bénéfique, puisqu'on a bénéficié des avancées de la technologie, et ça nous permet d'avoir moins de mâts
et sur un territoire assez restreint. Donc ça a été restreint, ces 3 lignes 2x3, c'était aussi défini par le périmètre de la commune. La commune est très petite, donc il fallait les caler sur le territoire de la commune, puisque la commune voisine, Poligny, n'était pas prête à faire la démarche. Donc maintenant, ils regardent pour faire une extension, donc on espère que ces 2 lignes vont se poursuivre sur la grande forêt qui est derrière, qui est la forêt de Poligny. Ce qui veut dire que ça va être contraire à ce que l'Adréal avait dit au départ. Oui, mais cette fois-ci, c'est Poligny qui va le demander, demander, donc ça va sera bien. dérangé. Mais bon, après, les gens aussi progressent. Une fois qu'ils en ont vu 3, bon, qu'il y en ait un peu plus, c'est pas un problème. Mais le fait qu'on les voit, moi je pense qu'il faut qu'on utilise ce fait, on voit les éoliennes. On ne pourra jamais mettre des éoliennes qui ne se voient pas. On a Jura Nature Environnement, par exemple, qui font tout un pataquès autour des projets éoliens. Et ils disent, mais il faudrait mettre des éoliennes qui fassent 50 mètres et qu'on ne voit pas des villages. Mais moi je dis, mettons-les encore plus hautes, et puis à ce moment-là, que les gens se rendent vraiment compte du problème qu'on a à produire de l'électricité, et que ce soit des signaux forts, et qu'on se dise, ben voilà ce qu'on est obligé de faire pour arriver à produire l'électricité. On a organisé toute une société de consommation d'énergie. Et on s'offusque de planter des mâts et on ne les trouve pas beaux. Mais il faut se poser la question, mais pourquoi on a tant de besoins et comment réduire ces besoins? Et à ce moment-là, si les mâts gênent vraiment tant les gens, à ce moment-là, il va falloir qu'ils se bougent pour ne pas simplement appuyer sur l'interrupteur. Il va falloir faire autre chose. Avis d'un autre ex-maire, Jean-David Abel, vice-président de France Nature Environnement. Vous étiez élu vice-président de l'Agglo de Romans et vous avez retour d'expérience de 2 projets éoliens. Comment est-ce qu'on partage la modification du paysage avec les habitants? Comment est-ce qu'on orchestre tout ça? Alors c'est vrai que j'étais pas maire, hein, j'étais vice-président d'une interco urbain-rural sur laquelle on a fait 2 parcs, donc 42 MW, 20 machines. Mais là, je veux plus parler en tant que responsable associatif, que je suis redevenu, comme j'étais auparavant. Et je vais arriver à ce que vous dites, mais d'abord revenir au thème de la table ronde, si vous voulez bien quand même. Il y a la question des riverains. Moi, j'étais un peu étonné du nom riverain. Pour moi, c'est un peu passif. Il y a des habitants, il y a des citoyens, il y a des usagers, il y a des pratiquants, comme ça vient d'être dit. Riverains, moi, ça me semble un peu... Voilà. Bon, il y a des gens qui font ce paysage, qui sont des acteurs économiques, qui sont des forestiers, et c'est de ça qu'on part. La deuxième chose, c'est le paysage qui nous semble une très bonne entrée pour projeter l'avenir d'un territoire. Très souvent, on le fait à partir de documents d'urbanisme, on le fait à partir de projets économiques, de projets de mobilité. Là, venir dans des territoires à travers le paysage, ça nous semble des projections, en tout cas quand c'est porté par les territoires, et pas seulement par des opérateurs privés ou pas seulement par les collectivités, ça nous semble très intéressant. Troisièmement, donc, le rôle et la place des habitants, de ce qu'on voit ou de ce qu'on peut animer nous. Il y a, on va dire, 3 types. Il y a vraiment, quand c'est des initiatives locales, citoyennes, qui peuvent se regrouper, comme ça a été dit tout à l'heure. On en a pas mal, plus en photovoltaïque qu'en éolien quand même, mais enfin, il y en a aussi en éolien. Il y a bien sûr des initiatives qui peuvent venir d'acteurs déjà existants, comme des associations, comme des acteurs, comme des chambres consulaires. Hein. Nous, on a travaillé avec des chambres d'agriculture ou d'autres acteurs économiques sur des projets. Et puis, il y a bien sûr les collectivités, plutôt en interco, à notre vue. Ça, c'est une question que j'aurais aimé poser au Jura, parce que nous, on a eu pas mal de déboires quand il y avait des communes qui développaient des choses seules et que ça faisait des problèmes ou des jalousies dans les covisibilités. Donc, on avait choisi de longue date de faire des approches de territoire et intercommunales. Et tout ça, in fine, pour nous, ça peut se résumer, pour revenir à la question du rôle, de la place des citoyens, des habitants, dans des vrais projets de territoire, qui peuvent être des plans climat-énergie, mais qui peuvent être toute autre sorte de projets de territoire à partir du moment où on essaye de se projeter à 15 ans, à 20 ans, et dans laquelle on va interroger
bien sûr l'énergie, mais aussi l'économie, mais aussi l'agriculture, mais aussi la forêt. Et c'est ça qui finalement donne du sens et dans lequel les projets énergétiques, qu'ils soient de méthanisation, de photovoltaïque, d'éolien, s'inscrivent dans une démarche et dans un projet et pas seulement comme quelque chose qui arrive au coup par coup. Tiens, il y a eu ça, tiens, il y a eu ça, tiens, l'Interco a fait ça, etc. Qui nous semble plus problématique. Donc ça nous semble vraiment préférable que ça parte des collectivités ou que ça parte des habitants, de réussir à intégrer ça dans un vrai projet maturé, si possible avec des soutiens, ça existe souvent, hein, des collectivités, bien sûr d'établissements comme l'ADEME, les ADEME régionales, etc. Et c'est là qu'on a souvent les meilleurs montages, qui d'ailleurs assez souvent se construisent, enfin, définissent des projets public-privé. Il peut y avoir des accueils de projets privés, mais très souvent, c'est des projets publics-privés qui soient sous forme de participation citoyenne complète ou qui soient sous forme de SEM ou de toute autre forme de montage, de SCIC, etc. Et donc, pour revenir au paysage lui-même, nous, ce qu'on a pu voir, alors là, je peux parler d'un certain nombre de projets. Il y a bien sûr certaines de nos associations qui ont une entrée qui est d'abord biodiversité. Et avec celle-là, nos fédérations ont à travailler pour réussir à intégrer la dimension de projet, encore une fois, de globalité de la transition, dans laquelle on va chercher à éviter le plus possible les impacts négatifs, mais en essayant de reprendre ça positivement, encore une fois, en faisant une entrée paysagère. Il y a des démarches de charte, vous l'avez dit, il y a des démarches de PNR, par exemple. Nous, on s'est beaucoup inscrits dans des démarches de parcs naturels régionaux dans lesquels il y avait des approches paysagères qui ne concernaient d'ailleurs pas que l'énergie, qui concernaient par exemple les villages, les extensions urbaines, etc. Et en reprenant ça de cette manière-là, et en ouvrant évidemment des réunions publiques, des comités de pilotage aux habitants, aux associations, aux acteurs économiques, on arrive à faire, encore une fois, un projet collectif qui permet de poser toutes ces questions. Et de mon expérience, c'est vrai que je pense que le fait de vouloir se dire qu'on va minorer les parcs, on va avoir tout un discours construit pour dire qu'on les met en bouquet, qu'on les met en ligne, qu'on les met en mosaïque, etc., ça ne marche pas du tout, vu la diversité des subjectivités qui s'approprient, qui habitent un paysage. Et il nous a semblé que c'était plus important de montrer la réalité de pourquoi est-ce qu'on avait fait les parcs à ces endroits-là, pour des raisons de vent, pour des raisons de biodiversité, pour des raisons d'accès, pour des raisons de pose de transport, etc. Et c'est encore une fois le sens qui donnait, mais enfin on ne minorait pas le fait que, évidemment, sur cette question très sensible, au vrai sens du terme, au plein sens du terme de sensibilité, c'est pas qu'un truc poétique, c'est un truc que les gens investissent tous les jours, un paysage, on arrivait à donner du sens et une portée au projet, sans essayer de le masquer en disant ça sera à 156 mètres, mais vous verrez, on n'y verra rien, etc., etc. Il vaut mieux l'assumer et dire voilà ce qu'on va faire, et pour une période donnée. En plus, ces projets sont réversibles, on n'est pas en train d'installer des hauts fourneaux ou des centrales nucléaires dans des endroits pour 150 ans, donc il faut aussi proportionner les choses, quoi. Donc voilà, pour dire vite, la manière dont nous on a travaillé. Mais je veux préciser quand même quelque chose par rapport à ce qui a été dit. Nous, on a participé au groupe de travail de M. Lecornu sur les renouvelables. Et il nous semble que la seule manière vraiment d'arriver et d'avancer sera d'ajouter, on a dit des bonnes pratiques, c'est un mot un peu galvaudé, mais vraiment de la qualité environnementale, de la qualité participative, de la qualité territoriale au projet. C'est ça qui nous semble la clé pour le développement des renouvelables dans les territoires. Les autres choses qui sont des artefacts en disant on fait sauter un niveau de juridiction, merci, etc. C'est des choses qui n'empêcheront pas, ou même qui multiplieront les recours sur X et Y moyens, etc. Donc, bien sûr qu'il y a des choses qu'on peut simplifier dans les démarches. Nous, on n'était pas, par exemple, pour que les éoliennes entrent dans les ICPE. Les démarches ZDE nous paraissaient tout à fait suffisantes. Mais, encore une fois, c'est collectivités et développeurs, par la qualité du travail avec le territoire et l'association et l'appropriation des sujets, qu'on arrivera à mieux développer, et pas en essayant de simplifier les normes, le droit, etc.
Vous venez de dire à l'instant que vous préférez plutôt fonctionner en interco. Quid au niveau de la gouvernance? Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce qu'on a toujours cette qualité participative? Comment les riverains vont-ils pouvoir s'impliquer? Oui, alors ça dépend tout à fait des intercos, de comment elles vivent et quel projet de territoire ou pas elles ont. Moi, les exemples que je connais en Rhône-Alpes, et particulièrement le nôtre, mais il y en a d'autres plus au sud, c'était des projets dans lesquels il y avait un projet de territoire autour d'un plan climat-énergie avec toute une série de projets, méthanisation, photovoltaïque, biomasse et éolien. Et sur l'éolien, on a travaillé plus particulièrement avec 8 communes. On ne travaillait pas avec 21 communes et 54 000 habitants. Donc on travaillait. Mais c'est vrai qu'on a démarré, par exemple, on parlait tout à l'heure, moins de paysages, mais d'habitants, d'usagers, etc. Nous, les premières choses qu'on a fait avec les associations, c'est de prendre par exemple les chasseurs et d'aller voir des parcs qui existaient ailleurs en Rhône-Alpes ou dans le Massif central pour dire aux gens comment ça se passe, pour que les chasseurs parlent aux responsables de la CCA d'autres territoires pour dire comment ça se passe avec les oiseaux, comment ça se passe avec les ongulés, etc. Voilà, c'est vraiment ce genre de choses-là qu'on a fait. On a mis du temps, encore une fois, mais c'est ça qui a permis après que les gens viennent dans le projet et n'arrivent pas avec toute une série de présupposés, de craintes, etc. Et l'interco, ça n'empêche pas, c'est pas parce qu'on est une grande interco qu'on ne va pas travailler au chausse-pied très précisément avec telle ou telle commune sur un projet de réseau de chaleur en biomasse, sur un projet d'éolien avec les 7-8 communes, pas forcément celles qui étaient uniquement les communes d'implantation, mais les communes qui étaient en co-visibilité. Très souvent, vous pouvez avoir ça. Vous avez des communes qui sont les lieux d'implantation qui en fait sont très très peu impactés du point de vue paysage, puis vous avez des communes qui sont à 5-6 km et qui ont devant leur paysage, entre guillemets, devant leur balcon, devant leur église classée, 12 machines. Bon, ben, c'est avec elles qu'il faut travailler aussi, c'est pas juste avec ceux qui sont dans le territoire juste autour. Merci Jean-David Abel. Alors vous venez de dire que les gens n'arrivent pas avec une série de présupposés, de craintes. Céline Sanchez, vous êtes senior manager chez Mazars Alter Ego. Donc vous êtes responsable de l'activité concertation. Alter Ego, c'est un peu l'entité accompagnement du changement du groupe Mazars. C'est devenu une grosse boutique, on va dire. Par rapport à ce que je viens de dire, que les gens n'arrivent pas avec une série de présupposés, vous travaillez avec beaucoup de développeurs depuis bien longtemps. Quelle est votre perception du terrain? Qu'est-ce que les gens pensent? Qu'est-ce que les riverains, les habitants, les élus perçoivent aujourd'hui? Quelle est la situation? Alors déjà, merci de me faire intervenir aujourd'hui, parce que du coup, je porte un petit peu la voix des professionnels de la concertation. Donc ça, déjà, on en est ravis, parce qu'on est convaincus, on le pratique au quotidien, qu'effectivement, les concertations sont nécessaires pour accompagner les projets. Alors ce matin, j'ai entendu dire que les concertations ne servaient à rien. Certains étaient pour, d'autres étaient contre. Alors du coup, ça m'a un peu hérissé le poil, je vous avoue. Mais au déjeuner, j'ai échangé avec un certain nombre d'entre vous. Vous étiez d'accord avec moi pour dire que non, au contraire, la concertation est nécessaire. L'implication des habitants, des citoyens est fondamentale dans les projets. Donc ça, déjà, voilà, en introduction, on est d'accord que c'est un point fondamental. Effectivement, on accompagne à peu près une vingtaine de projets partout en France aujourd'hui pour un certain nombre de développeurs. Ce qu'on peut voir tout d'abord, c'est un paradoxe. Le premier étant, les changements climatiques et les conséquences du changement climatique aujourd'hui sont bien connus. On a des exemples tous les jours qui arrivent partout dans le monde et qui touchent absolument tout le monde. Et pour autant, on s'aperçoit que l'opposition aux projets d'énergie renouvelable et notamment d'éolien terrestre ne font que croître. Vous disiez tout à l'heure, Madame, 30% de la population en France se dit plutôt opposée à l'idée d'avoir un parc éolien près de chez eux. Et en plus, derrière, quand les parcs se développent, on a aujourd'hui 70% des projets qui connaissent des recours. Donc on se dit, effectivement, il y a un problème. Nous, on identifie deux raisons majeures à cela. D'une part, une situation, la société aujourd'hui, dans les communes rurales, connaît un certain désenchantement pour la politique, pour les grands projets, pour justement les développements industriels. On accompagne des projets d'énergie renouvelable, mais aussi d'autres projets qui sont confrontés exactement aux mêmes problématiques. Donc c'est pas l'énergie renouvelable qui est touchée, c'est bien
dès qu'un projet, quel qu'il soit, arrive sur un territoire, impacte un territoire d'un point de vue paysager, mais d'un point de vue aussi économique, industriel, tout de suite, la situation que connaissent aujourd'hui les élus et les porteurs de ces projets-là, c'est une situation complexe. Les territoires se sentent abandonnés, délaissés, ont l'impression qu'on leur impose des projets, même quand ils sont très bien faits, très bien accompagnés. Mais il y a ce sentiment de malaise aujourd'hui qu'on ressent très fort, et quelque part de manque de considération de la parole du citoyen, de la parole publique. Face à ça, les élus de ces communes-là sont quand même, les pauvres, très fragilisés. On a beaucoup d'élus aujourd'hui, les développeurs le vivent au quotidien, qui ne se sentent pas assez forts quelque part, parce qu'il faut avoir beaucoup de courage. Un élu nous le disait ce matin, voilà, faut quand même être armé. Je ne conseillerais pas à un jeune élu de porter un projet éolien, parce que c'est très compliqué. Il a dit jeune élu sans expérience. Sans expérience. Je suis assez d'accord avec lui, bien qu'il y a plein de solutions pour aider justement ces élus, et les développeurs en mettent un certain nombre en place, et il y a tout un tas d'organismes qui peuvent aider quand même les projets à se faire. Mais néanmoins, on voit que ces élus-là vivent des situations complexes. Il y a une montée de l'opposition qui va même parfois dans une dimension de violence. J'ai encore un élu qui m'a appelé hier pour m'expliquer que devant chez lui, on lui avait saccagé son parterre de fleurs, qu'on lui avait tagué sa voiture. On a des retours d'expérience ce matin de quelqu'un qui recevait des lettres anonymes d'insultes. Voilà, c'est quand même la réalité aujourd'hui sur le territoire. Il y a des belles histoires, et heureusement, parce que sinon, on en a une, voilà. On en a une à Chamonix. Non, mais il en existe. Je vais demander à Jean-Louis Dufour s'il se retrouve dans ce que vous venez de dire et si ses collègues lui disent la même chose. Continuez, puis après ça, on lui donne la parole. D'accord. Il en existe, et c'est tant mieux, et on fait tout pour que justement tous ces projets se passent le mieux possible. Mais la situation est quand même difficile aujourd'hui localement. Jean-Louis Dufour, tout ce que vous venez d'entendre, vous avez des collègues qui vivent ça ? Non, on a été les premières éoliennes du département. Bon, en ce moment, il y a un mouvement anti-éolien qui prend forme. Où ils en sont dans la violence, oui, elle peut exister. Mais à un moment donné, il ne faut pas non plus aller à la provocation. Quand il faut l'information, elle doit circuler depuis le début. On ne doit pas cacher, on doit pas dire les éoliennes, elles se verront pas parce que l'intégration sera superbe. Ça, c'est un mensonge. On faut pas aller là-dessus. Moi, je pense que ça vient pas tout seul. Quand il y a un conflit, il y a toujours deux. On se bat pas tout seul. Donc il faut essayer de faire en sorte d'éviter d'aller de plus en plus au conflit. Et là, je pense que je me retourne peut-être vers l'ADEME. Il y avait eu une réunion la semaine dernière sur l'Anse-Saunier à l'initiative d'anti-éoliens. Et on voit que ces groupuscules, ils travaillent. Mais il faudrait que sur le terrain, les associations qui sont là pour développer les énergies renouvelables elles soient aussi aidées pour faire ce même travail. Si nous, on a réussi sans avoir de recours, c'est qu'on a fait un travail. On allait faire des réunions comme les anti-éoliens font. On avait 20 communes qui étaient concernées par l'enquête publique, par exemple. On n'est pas passé dans toutes parce qu'il y en a qui étaient vraiment très petites, mais on a fait, je crois, 16 réunions publiques dans les communes dont les conseils municipaux devaient donner leur avis. Tout ça, on l'a fait en bénévole. S'il fallait le recommencer, il faudrait qu'on change d'équipe là, parce que. Alors vous avez apostrophé Marie-Christine Prémartin en lui disant en gros que ces délégations régionales devraient aller dans ces réunions des Antilles pour essayer de redresser la barre. Non, elle vous a pas. montré un petit guide qui est super. Là, comment on se le procure ce petit guide d'ailleurs? Il est téléchargeable sur le site de l'ADEME. Il est téléchargeable et sinon l'ADEME peut en envoyer des cartons pour des réunions de débat public en mairie. Bon. Mais voilà, déjà, c'est un moyen de distribuer ça là, dans les réunions qui sont organisées. Pas dans ces réunions d'Antilles, parce que de toute façon, ils sont irrécupérables. Il vaut mieux faire il faut faire de la vraie information. Mais quand les gens, par exemple, ils prennent des parts dans un parc éolien,
Eh bien, c'est tout un message qui circule autour de ça. Les 650 qui sont actionnaires, mais actionnaires vraiment minimes, eh bien, ces gens-là, ils parlent de la transition énergétique. Et c'est ce vecteur-là qui doit être soutenu. Ce sont les meilleurs ambassadeurs. Mais bien sûr, mais Bien en sûr. se basant sur des réalités. Jean-David Abel, et puis après ça, on retourne vers Céline Sanchez. Je voulais juste mettre un petit ajout là sur c'est vrai hein, qu'il y a des difficultés et une certaine amertume dans un certain nombre de territoires ruraux, mais moi, pour ce que j'ai vu, ce qui était assez intéressant partout, hein, là je parle Massif Central, Drôme, chez nous, dans notre cas, la Drôme des Collines à Romans, c'est que les habitants, agriculteurs, forestiers, etc., des secteurs concernés voulaient absolument des éoliennes. Et ceux qui ne voulaient pas que le paysage bouge, c'était des gens qui avaient des maisons depuis 15 ans, 20 ans. C'était des gens qui voulaient conserver ce qu'ils avaient acheté, la carte postale dont on parlait tout à l'heure, en disant c'est ça, et je ne veux pas. C'est ceux qui étaient les plus ardents, alors que très, très, très massivement, les habitants du coin n'étaient absolument pas opposés à partir du moment où il y avait encore une fois cette approche collective, portée par les collectivités, avec les associations, les chasseurs, les randonneurs, tout, etc. Donc attention à ne pas trop non plus caricaturer. Je crois que c'est vraiment important de dire ça, parce qu'on a en France des spécialistes, et vous en parlerez mieux que moi, des très conservateurs du paysage, hein, pour qui rien ne doit bouger jamais. On a vu en commission des sites des projets très bons se faire retoquer par des gens qui ne connaissaient même pas le dossier, parce qu'ils ont une approche vieille demeure française, maison, truc, etc. Ils votent systématiquement contre dans toutes les commissions des sites, de Narbonne à la Normandie. Hein. Et cette vision conservatrice, je pense qu'elle fait beaucoup de mal. Et c'est justement en développant des bons projets qu'on peut leur montrer qu'ils se trompent. Vision conservatrice, souvent pour un paysage qui lui-même avait évolué auparavant. C'est-à-dire, la vieille demeure, elle n'était pas là au départ. Alors, on revient à Céline Sanchez. La loi impose une certaine procédure en matière de concertation. Est-ce qu'elle est suffisante, adaptée? Comment ça se passe? Oui, et pour rebondir sur ce qui a été dit, je suis tout à fait d'accord hein, sur le fait qu'il y a plein de choses à faire pour que ça s'améliore. Et c'est donc de ça dont on va parler à présent. Oui, donc aujourd'hui, la dimension de concertation, je ne vais rien vous apprendre, mais elle est assez limitée. La réglementation autour de la concertation autour des projets éoliens, c'est faire une réunion publique, peut-être un petit peu de communication avant l'enquête publique. Avoir un registre pendant l'enquête et globalement on s'en tient là. Donc on est plutôt dans une démarche qu'on appelle nous une démarche de consultation des avis. Hein, il y a d'abord un peu d'information, bien évidemment, pour pouvoir donner son avis, encore faut-il avoir l'information. Donc on donne de l'information soit par le biais de réunions, soit par le biais d'outils de communication et derrière on vient demander les avis. Donc c'est très bien, mais pour nous c'est un peu le premier étage d'une fusée qui en a tout un tas. Ce qu'il faut faire, parce que c'est votre prochaine question, donc j'y viens déjà d'avance, ouais. mais ce qu'il faut faire, quelque part dans un monde idéal, c'est on en a un petit peu parlé, c'est de faire ce qu'on fait un peu dans les études Funflore, par exemple. Les études préalables qu'on fait sur les territoires s'intéressent très fortement à la dimension environnementale, et c'est tant mieux. Mais elles s'intéressent trop peu à l'humain. On n'a aucune obligation de faire une étude humaine. On a des obligations sonores, oui, de vent, tout un tas d'études, mais pas sur l'humain. Quelle est la perception humaine d'un territoire avant l'arrivée d'un projet éolien? Parce qu'effectivement, je vous rejoins tout à fait, Monsieur Dufour, effectivement, l'arrivée d'un projet éolien va créer un avant et un après. Il y aura des éoliennes dans le paysage, le territoire va muter, va se transformer. Et l'idée, c'est qu'il y ait une plus-value après le projet, justement parce que ce projet aura été accompagné, etc. Mais on étudie assez peu, en fait, cette dimension humaine des perceptions. Donc l'idée, c'est d'avoir cette première étude qui est s'imprégner d'un territoire, aller à la rencontre de ses habitants, aller chez eux, je ne sais plus qui disait, aller dans les fermes, accompagner les acteurs chez eux, au cœur de leur foyer. Bien évidemment, c'est ça qu'il faut faire. Il faut se mettre à leur côté, il faut faire de l'immersion, véritablement, comprendre la culture d'un territoire, son histoire, sa dimension économique, ça on trouve beaucoup d'études, de chiffres sur cette dimension-là, mais la dimension culturelle d'un territoire, comment il est vécu de l'intérieur par ses habitants, par les associations qui l'occupent, par ses dynamiques d'acteurs locaux. En comprenant ça,
derrière peut être mise en place une démarche, parce que c'est une démarche et pas uniquement une succession d'outils, quelque part, de lettres ou de réunions, mais il faut vraiment penser une démarche de concertation qui soit inclusive, qui implique l'ensemble des parties prenantes d'un territoire. On est aujourd'hui trop souvent confronté toujours à recevoir le même type de public dans les réunions qui sont organisées. On a beaucoup les retraités, les personnes qui sont sans emploi ou sans enfants et qui ont le temps de venir participer à des réunions ou à des visites. Il faut absolument chercher à impliquer, à intéresser tous les types de publics qui composent un territoire. Donc ça passe par des outils, des visites de sites, c'est primordial. Effectivement, je suis complètement d'accord, ça permet de rassurer, d'écranter des fantasmes ou des rumeurs entendues sur le bruit, parce qu'effectivement, c'est la première crainte de l'implantation d'un parc, alors qu'en fait, quand on est au pied d'une éolienne, effectivement, le tracteur à côté fait 3 fois plus de bruit. Donc, aller rassurer, chercher à faire comprendre, ça, c'est important. Il faut aussi intéressé par quelque part quelque chose d'innovant, l'immersion. On parle beaucoup des outils digitaux. Faire prendre conscience de l'arrivée d'un parc avec un système de réalité mixte, par exemple, ça c'est intéressant. Un casque de réalité virtuelle avec les éoliennes déjà dans le paysage ? Alors non, alors là pour le coup, moi je parle, il existe effectivement ce type d'outil, nous on en a développé un autre, c'est un casque de réalité mixte où vous avez effectivement en 3D la visualisation de votre paysage avec les reliefs et les acteurs peuvent en séance positionner les éoliennes un petit peu sur le plan et se rendre compte visuellement du rendu pour co-construire tous ensemble la carte d'implantation du parc. Ça, c'est quelque chose, par exemple, qui est tout à fait faisable. Les plateformes participatives, alors je ne parle pas de financement, là, pour le coup, je parle vraiment de réseau social local, quelque part, où les gens peuvent interagir, se poser des questions, se rassurer entre eux, et qui va venir un peu couper l'herbe sous le pied des associations nantis qui occupent beaucoup le territoire et qui font beaucoup de mauvaise presse. Et ce sont eux qui répandent justement toutes ces rumeurs et ces fantasmes. Comment vous les gérez, ces opposants ? Mais justement, en fait, on coexiste avec eux. C'est la logique, je ne sais pas si vous connaissez la logique du jeu de Go, c'est le pendant du jeu d'échecs, mais en Asie. Et en fait, c'est une philosophie d'approche qui est extrêmement intéressante, où la coexistence est privilégiée à l'affrontement. On a trop tendance, nous, Européens, à réfléchir sur « tu es contre moi, donc tu es le méchant, et je vais me battre contre toi ». La coexistence, donc la philosophie asiatique, a cela de très riche, qu'elle dit « tu es contre moi, et moi je vais exister avec toi, et je vais même parfois m'appuyer sur toi pour exister encore plus fort ». Et en fait, c'est ça l'idée. Donc c'est quelque chose, c'est une stratégie de contournement. Il y a beaucoup d'opposants à l'éolien qui s'appuient sur l'éolien pour exister plus fort. Oui, mais là, l'idée, c'est justement pour de les exister contrer. tout court, d'ailleurs. Oui, mais l'idée, c'est de les contrer. Quelqu'un disait il faut les contrer à leur propre jeu, c'est-à-dire organiser aussi des réunions, faire des tracts, bien évidemment, mais il faut exister encore plus largement, aller conquérir des territoires plus larges pour faire en fait que le mouvement et le dynamisme en synergie pour un projet existent plus fort sur le territoire que les opposants. En fait, les opposants génèrent, ça aussi ça a été dit et c'est très vrai, quelque chose d'irrationnel, des craintes qui sont de l'ordre de l'émotionnel négative sur des fantasmes qui sont, par tout un tas d'études existantes et des études à venir sur l'augmentation des prix de l'immobilier, mais des études existantes avec des chiffres. Et à chaque fois qu'un développeur éolien essaye de rassurer avec ces chiffres, ça ne marche pas. Alors que les opposants, ils inventent, ou même ils n'ont pas de chiffres, mais ils arrivent à générer un climat de défiance locale qui est incroyable. Parce qu'il est plus facile d'avoir peur de l'inconnu que d'être rassuré sur quelque chose qu'on ne connaît pas encore. Donc c'est pour ça que des actions doivent être mises en place, et c'est pour ça qu'il faut aussi investir le champ de l'émotionnel positive. Une concertation doit porter un projet éolien, mais doit porter un projet avec une dynamique globale. Ça a été dit juste avant, je suis tout à fait d'accord avec ça. On ne peut pas fédérer, qui est le titre un petit peu de la journée, on ne peut pas fédérer autour uniquement d'un projet technique.
d'un projet technologique. Il faut parler au cœur, à la corde sensible des habitants d'un territoire. Il faut que ça résonne chez eux. Donc c'est pour ça que le projet que vous avez porté, monsieur, il est vraiment exemplaire. Parce que vous avez réussi à créer un logo qui parle. On voit que c'est enraciné. L'ensemble des habitants, au-delà du financement d'une partie du projet, vivent le projet et en sont fiers. Et c'est ça qu'il faut essayer d'aller chercher, même si c'est très difficile. Monsieur le maire, réaction par rapport à ce que vous venez d'entendre. Vous vous y retrouvez un peu? Il y a des moments où vous vous dites « Ah bah oui, tiens, ça a failli se passer comme ça sur le terrain ». Oui, non, ne pas aller à l'affrontement, c'est vrai, ça ne sert à rien. Vous disiez qu'il faudrait que l'ADEME aille aux réunions des anti-non, ça ne sert à rien. C'est mieux de... Ce que vous avez dit, là, je partage complètement. Exister à côté, oui, et leur montrer que nous aussi, on peut faire. Et Exactement. De toute façon, on est plus nombreux. Exactement. En fait, c'est la clé de réussite, elle est là. Un projet ne meurt pas du fait des opposants. Un projet meurt du fait de l'absence d'alliés, d'absence de défenseurs du projet. Mais c'est très difficile de défendre, d'être pour un projet éolien aujourd'hui, parce que trop souvent, les opposants, bien que n'étant pas plus nombreux au départ, existent très très fort, ont les porte-voix nécessaires, ont eux le courage d'aller faire du porte-à-porte, d'aller faire des pétitions, et donc créent justement chez d'autres qui ont pourtant l'envie des difficultés. Et c'est là où nous, il faut qu'on les accompagne, qu'on les aide, qu'on les rassure, qu'on les outille et qu'on leur montre qu'il existe des belles histoires. Et effectivement, avoir des vidéos de témoignages ou faire venir dans des communes des élus, des associations pour des projets, ça permet d'ouvrir le champ des possibles et de se dire on n'est pas tout seul et c'est possible. Alors, Jean-Louis Dufour, vidéo de témoignage, il va falloir mettre ça en place. Marie-Christine Prémartin, ce serait une bonne idée, ça, d'interviewer quelques maires. Alors, dernier intervenant de cette table ronde qui a sagement écouté tout ce qui se disait à l'instant, Marion Richard, elle est animatrice nationale du mouvement Énergie Partagée. Donc, rappel peut-être pour les jeunes qui sont là, qui ne connaîtraient pas encore, rappel de votre rôle et du mode d'intervention en quelques mots d'Énergie Partagée. Bonjour à tous et à toutes. Alors, Énergie Partagée, c'est un mouvement qui vise la réappropriation par les territoires, donc par les citoyens, par les collectivités, de cet enjeu crucial qui est la transition énergétique et donc notamment du développement des énergies renouvelables. Parce qu'on est convaincu, ça a été déjà dit, mais que la transition énergétique, elle est certes indispensable, mais elle se fera si on a une véritable adhésion, appropriation des territoires, des collectivités, des habitants, qu'ils en comprennent le sens et qu'ils en sont véritablement partie prenante. Et donc pour ça, on a 2 outils à énergie partagée. Il y a l'association Énergie Partagée Association, dont moi je suis salariée, qui vise à outiller des porteurs de projets, des collectifs citoyens, des collectivités, et puis qui anime aussi un réseau d'animateurs régionaux de l'énergie citoyenne, qui a été évoqué tout à l'heure. Et puis on a un outil financier sous forme de coopérative, Énergie Partagée Investissement, qui lève de l'épargne citoyenne, donc auprès très majoritairement de citoyens, pour investir en fonds propres dans des projets citoyens d'énergie renouvelable. Donc on est Énergie Partagée Investissement, je le répète, c'est de l'investissement en fonds propres, et ça c'est vraiment au cœur de notre mouvement, parce que l'objectif pour nous c'est bien que les acteurs locaux, les citoyens, directement ou indirectement, et les collectivités soient étroitement associés aux décisions sur le projet. Donc qu'ils soient étroitement associés à la gouvernance et qu'ils soient même majoritaires dans la gouvernance. Ça va se traduire typiquement sur les modalités d'intervention d'énergie partagée investissement. Comment est-ce qu'on intervient dans les projets? Donc on intervient au capital. En général, c'est à la demande des porteurs de projets. Et classiquement, c'est au moment de la consolidation du tour de table. C'est sur des montants de entre 50 000 et 1 million d'euros. Et comme l'essence d'énergie partagée, c'est l'essor de projets d'énergie renouvelable citoyens, on va investir uniquement dans des projets qui respectent la charte d'énergie partagée. C'est quoi? C'est 4 piliers. Premièrement, c'est des projets avec un ancrage local fort.
Ça veut dire, l'ancrage local, pour nous, il faut que la société qui exploite le projet soit maîtrisée, contrôlée par les acteurs locaux, donc les collectivités ou leurs bras armés, donc les SEM, les particuliers, les citoyens et éventuellement leurs groupements, et ou le fonds énergie partagée. Donc ce qui va se traduire soit par une participation majoritaire de l'ensemble de ces acteurs au capital, ou bien avec un minimum une minorité de blocage. Ça peut se traduire aussi dans le pacte d'actionnaires. Si on intervient un peu en amont, que la société elle n'est pas encore créée, en tout cas, Énergie Partagée Investissement va exiger des garanties pour qu'il y ait des financements du projet qui soient dédiés à de l'animation locale, de la dynamique locale, de la mobilisation des habitants. Ça va être une exigence forte de notre côté. Deuxième point, c'est une exigence en matière de gouvernance. Il faut que la société d'exploitation du projet, elle ait une gouvernance démocratique. C'est souvent des sociétés qui sont soit des coopératives, soit avec un type coopératif. Et puis, avec une exigence forte en matière de transparence. Voilà, il faut être clair, il faut être transparent, ça a déjà été dit, sur le fonctionnement, sur les éléments financiers aussi du projet. Un troisième point, un troisième pilier, c'est l'écologie. On va investir dans des projets qui ont des faibles impacts sur l'environnement. On sait que voilà, tous les projets ont des impacts, quelques-uns, sur l'environnement. On va investir sur des projets qui ont des impacts faibles sur l'environnement, toutes énergies renouvelables confondues, bien sûr. Et puis, quatrième point, c'est la finalité non spéculative des projets. Donc l'objectif pour nous, c'est pas de développer des projets et puis de les revendre à prix fort, mais c'est bien d'avoir des acteurs qui restent sur la durée dans tout le projet, d'avoir des engagements forts sur les valeurs et sur la durée dans le projet. Donc ça veut dire qu'on va viser aussi une rémunération du capital qui est limitée, qui est là, mais qui est limitée. Et souvent, on a une partie des bénéfices qui va être réutilisée. Donc ça, c'est la société de projet qui décide, mais qui va être réutilisée pour la sensibilisation, pour la pédagogie sur l'environnement, voire souvent et de plus en plus pour des actions de maîtrise de l'énergie. On a typiquement 2 parcs éoliens, et je terminerai là-dessus, 2 parcs éoliens qui, financent un équivalent temps plein d'une personne qui fait de la sensibilisation sur la maîtrise de l'énergie ou qui servent à faire de l'achat groupé de matériel efficace. Voilà. Mais voilà, Marie-Christine Prémartin, comment les financer, nos animateurs éoliens en région. Ça y est, on a trouvé une solution, là. C'est un des moyens, ce ne sera pas le seul. Vous avez parlé de l'implication des citoyens, l'implication dans la gouvernance. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Jusqu'où ils peuvent aller, les citoyens, sur le fonctionnement, l'exploitation du parc éolien? Ils peuvent avoir leur mot à dire. Par moment, ça veut dire qu'il y a un citoyen qui passe au pied de l'éolienne, il trouve une chauve-souris, il dit « Oh là, il faut qu'on fasse quelque chose », on lance une étude, voire on bride les machines à un moment donné. Alors là, il y a beaucoup de choses dans votre question. Typiquement, à Énergie Partagée, pour nous, il faut que les citoyens aient leur mot à dire. Et c'est pour ça que pour nous, c'est essentiel qu'ils soient actionnaires des projets, sociétaires des projets, puisqu'en étant sociétaires et que quand les acteurs du territoire sont actionnaires avec une part significative dans le projet, ils ont de fait leur mot à dire dans la société de projet. Ils sont consultés, enfin, ils sont décisionnaires, ils sont copropriétaires. Donc bien sûr que, alors soit ça peut passer par de l'actionnariat direct des citoyens. Voilà, j'achète une part, 2 parts, 3 parts. Voilà, entre 100 €, 2000 €, ça peut être un peu plus. Souvent, d'ailleurs, c'est limité pour pas qu'il y ait une inégalité trop forte dans le projet. Ça peut être indirect, on peut investir, les citoyens peuvent investir dans des clubs, comme ça a été fait à Chamol, dans des cigales, etc. Et puis ça peut être aussi via le fonds Énergie Partagée Investissement, on peut acheter des parts à Énergie Partagée. Voilà, donc ça, et après, ils ont leur mot à dire, tout dépend de la gouvernance de la société d'exploitation du projet, mais s'il est décidé dans la société d'exploitation que, on va accorder... on trouve que, de par les études qui sont faites, il faut faire un bridage sur les chauves-souris, oui, ce sera décidé. Enfin, voilà. Ou bien, typiquement, et c'est souvent le cas, si les actionnaires du projet
accorde une importance majeure à l'emploi local, eh ben, on va prendre, et c'est très souvent le cas, on va prendre en majorité des sous-traitants locaux. Je sais que c'est le cas pour aussi un certain nombre de développeurs et d'opérateurs privés, c'est pas systématiquement le cas. En revanche, dès lors qu'on a des actionnaires qui sont des habitants du territoire ou des collectivités, ça va être vraiment privilégié. Jean-Louis Dufour, énergie partagée, vous y avez pensé? Ah oui, on a adhéré très tôt à Énergie Partagée, et Énergie Partagée est actionnaire de la SEM. À la question, là, je compléterai la réponse qui a été faite sur quel est le rôle des citoyens dans le fonctionnement d'une machine. Bon, c'est sûr que ce n'est pas eux qui vont prendre la pompe à graisse pour aller faire l'entretien, mais chaque année, dans une coopérative telle le Jurassique, il y a une assemblée générale. Là, on en est au tout début, mais si on se projette dans 2-3 ans, il y aura à se prononcer sur l'affectation des résultats. Et ça, c'est important. Typiquement, l'affectation des résultats, c'est ce que je disais, ça va être c'est en AG qu'on va dire, en fait, on veut que 26 000 euros, c'est le cas sur le parc éolien de Bégawatt ou Isaquat, soit dédié à un demi-équivalent temps plein, ce qui fait de la maîtrise de l'énergie. Ou bien qu'avec l'affectation des résultats, on finance de l'achat groupé de vélos électriques, par exemple. Ou bien qu'on aille développer de nouveaux projets d'énergie renouvelable sur le territoire. Message aux collectivités et aux porteurs de projets, quand est-ce qu'il faut qu'ils viennent vous trouver? Venez le plus tôt possible, le plus en amont possible, parce que déjà, une dynamique citoyenne, ça met du temps à se construire. C'est quelque chose qui va se construire sur le temps long et, pour caricaturer, ça ne se construit pas au moment de l'enquête publique. D'autant qu'aujourd'hui, ça a été dit par l'ADEME, on a des outils pour aussi financer la phase risquée de développement des projets citoyens. Donc voilà, il n'y a plus de raison de ne pas vouloir, dès le départ, co-construire les projets avec les collectivités, avec les citoyens. Et puis arriver le plus en amont possible, ça permet aussi de clarifier, de mettre à plat les attentes de tout un chacun. Voilà. Et plus on va arriver en amont, plus on va générer cette dynamique citoyenne avec des gens qui... Quand un projet il a été porté par les habitants, qu'il a été co-construit par les habitants, qu'ils y ont passé quelques soirées, quelques week-ends, mais ce sont les meilleurs ambassadeurs du monde. Et quand, après, ça permet quand même largement d'apaiser les tensions du territoire. Et si on a des opposants qui disent « oui, mais moi j'ai entendu que », mais c'est son voisin qui va lui expliquer que « mais pas du tout, c'est pas le cas ». Et ça permet vraiment d'apaiser certaines tensions. Alors, c'est pas une potion magique, mais ça permet quand même réellement de favoriser l'appropriation du territoire et de générer de la fierté. Ça a déjà été dit à plusieurs reprises. Une dernière question, revenons quand même au sujet de la table ronde avant de donner la parole à la salle. Bertrand Folléa, tout ce que vous venez d'entendre, vous qui avez l'angle d'attaque paysage uniquement, ça vous rassure plutôt, cette façon de procéder? Oui, c'était des paroles d'or qu'on a entendues. On a bien compris effectivement qu'il y avait plusieurs dimensions dans la participation effectivement citoyenne. Il y a la participation quelque part, l'intéressement avec sa dimension financière, cette forme d'appropriation, d'être un peu propriétaire en quelque sorte de ces machines qui arrivent et qui sont nouvelles et qui renvoient à l'anecdote que vous évoquiez à propos de la petite fille qui disait on va voir notre éolienne. C'était cette dimension-là. Mais on voit bien qu'il y a plus que la dimension financière. Il y a, à partir de ça, ou autour de ça, ou avec ça, il y a un sentiment d'appropriation qui peut être beaucoup plus profond et beaucoup plus fort et qui n'est pas que vénal. Voilà, ça me paraît très important. Puis il y a la dimension de la participation au projet. Parce que, on va dire, spontanément, et quelque part, nous sommes tous faits du même bois, quelque part. Spontanément, quand on aime bien habiter un territoire, et qu'on voit des gens débouler en disant « on va vous transformer votre territoire », spontanément, on est plutôt conservateur, en disant « mais attendez, moi j'aime bien, je ne vois pas très bien pourquoi ». Mais en fait, très vite, on peut mettre les gens en dynamique. Et on peut mettre les gens en dynamique positive. Et ça, c'est une façon d'exister à côté, comme vous le disiez très justement, de ceux qui n'ont pas de perspective positive, en fait. Parce qu'en fait, quand on est contre, on est pour rien, quelque part. Donc ça construit rien. Et les gens aiment bien construire un avenir, se construire un avenir et participer surtout à la construction de cet avenir. Ils sont extrêmement preneurs. On appelle peu, on fait plus de l'aménagement du territoire comme au temps de Gaulle ou de Pompidou, quoi. C'est terminé. Donc la dimension participative est essentielle. Et
les gens sont extrêmement heureux et deviennent en effet les meilleurs ambassadeurs lorsqu'on leur donne la parole, lorsqu'ils sont capables de dire de manière. Ça renvoie vers une grande responsabilité des élus. Parce que moi, je pense qu'il faut peut-être qu'on interpelle un peu la salle. Dans la salle, il y a des énergéticiens, il y a des élus, etc. Mais il me semble que le rôle des élus est quand même fondamental pour construire ces projets de territoire, par exemple par le paysage, par cette démarche-là, de façon à ce que ça prépare le terrain pour les énergéticiens, des terrains fertiles, où on attend quelque part les investisseurs et les développeurs en faveur du projet de la transition énergétique que l'on porte politiquement. Et donc c'est extrêmement important qu'il y ait quand même un jeu bien organisé entre les élus et les énergéticiens. Donc, j'ai un peu envie, puisqu'on est dans des assises et que quelque part... Il y a un élu qui a envie de vous répondre. Voilà, il a envie de répondre, c'est bien. Mais il y en a peut-être d'autres. Oui, on va leur donner la parole tout de suite. Jean-Louis Dufour. Non, simplement, il ne faut pas trop charger les élus. Je vois d'où dans le groupe, des élus, il n'y en avait pas tant. Parce que les élus, souvent, ils ont peur de prendre des coups. Avec l'éolien, ils sont très timides. Et nous, j'ai senti une question tout à l'heure, pourquoi la communauté de communes n'est pas allée? La communauté de communes n'était pas prête, n'était pas convaincue. Et donc, c'est des quidam qui ont mouillé la chemise pour aller. Moi, j'y étais en tant qu'élu, mais les élus, c'est des fois plus difficile à les convaincre. Plus difficile que des fois, si vous avez un embryon de milieu associatif, ben à ce moment-là, il y a des gens qui ont des calendriers un peu moins chargés que des élus, qui vont passer plus de temps. Merci Jean-Louis Dufour. La parole est à vous maintenant. Vous avez donc un élu en face de vous, un architecte paysagiste, un paysagiste urbaniste, pardon, une ONG et deux acteurs de la concertation et du financement local. Oui. Avez-vous des questions à leur poser? Non, ça a été très clair. C'est là qu'on voit, Jean-Louis, que ce sont des assises. On répond sur scène déjà à une bonne partie des questions. Vous êtes sûr, vous n'avez plus aucune question à leur poser? Tout est très clair. Donc Franck Camus et On. J'ai une petite question d'ordre technique. Quand on investit dans une éolienne, dans votre cas, dans le Jura, vous portez tout le risque industriel sur cette éolienne, où il y a des mécanismes de répartition des calculs de dispo, des mécanismes contractuels qui vous permettent de mutualiser la prise de risque? Donc là, on achète le parc construit et on achète une société propriétaire d'une éolienne. Donc les risques liés à la construction, au développement ont été pris par le vendeur. Donc c'est une société qui est propriétaire d'une éolienne. La maintenance, le contrat de maintenance est mutualisé sur les 6 machines, par contre pas la production, puisque sinon on tomberait dans une société de fait. Donc, ce qui veut dire qu'il y a deux SPV. SPV, c'est la société ad hoc, Special Purpose Vehicle. Et donc, il y a une SPV pour porter votre machine et une autre pour porter les 5 autres. Oui, il y a 2 sociétés. D'accord. Et vous vous amusez à comparer le productible des différentes machines? Non, mais c'est tout nouveau. Là, oui. Il y a un an, même pas de production. Mais c'est déjà beaucoup. Non, vous avez dû faire une belle facture. Non, mais pas encore. On va signer courant décembre l'acte définitif de cession. L'accord est signé, mais il nous reste encore l'accord définitif de cession. Donc, pour l'instant, on n'est pas encore propriétaire. D'accord. Merci beaucoup.